République, l'émission politique de Judaïque FM, présentée par Alexis Lacroix, directeur délégué de la rédaction de l'Express. Jacques Attali, bonjour. C'est un grand plaisir de vous recevoir en ce vendredi à Judaïque FM. Vous êtes économiste, vous êtes l'ancien conseiller spécial du président François Mitterrand. Vous êtes aussi l'un des intellectuels français qui avait l'oreille des plus grands de ce monde et de nos présidents successifs. Et vous présidez Positive Planète. Vous signez un nouveau livre, Histoire au pluriel de l'alimentation aux éditions Fayard. Un livre qui marche bien d'ailleurs en librairie. On va en parler tout de suite, avant d'évoquer bien sûr avec vous l'actualité politique si foisonnante à décrypter. Un homme est ce qu'il mange, disait en son temps le philosophe ami de Karl Marx, Ludwig Feuerbach. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette définition ? Oui, à condition d'une part de considérer que ce qu'on mange n'est pas seulement de la nourriture. On mange des idées, on boit, on mange par les yeux, par le toucher, par tout ce qui font nos sens. Et aussi parce que quand on mange, et c'est pratiquement le fil conducteur du livre, manger n'est qu'un prétexte pour la conversation. Et donc on est ce qu'on mange parce que quand on mange, on converse, on échange, on a des idées, on crée, et l'humanité vient de cela. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, les repas, l'insistance dans la culture française ou dans la culture italienne sur le rituel du repas est un frein à l'homogénéisation de la mondialisation? C'est heureusement un frein, parce que si la mondialisation se traduisait par le fait que tout le monde mange la même chose et grignote les mêmes bars standardisés à travers la planète, ce serait un désastre. Et heureusement, c'est pas ce qui se produit du tout. On constate au contraire un maintien d'une extraordinaire diversité, avec des cuisines qui sont très appréciées. La cuisine la plus appréciée du monde, c'est la cuisine italienne, puis des cuisines asiatiques. La cuisine française est 5e, ce qui est pas si mal, même si nous pensons qu'elle est la première. Et puis, il y a 1001 cuisines qui, à travers le monde, sont respectées, admirées, courtisées. Donc, il n'y a pas pour l'instant, de risque d'uniformisation, d'autant plus que l'industrie agroalimentaire a démontré qu'elle est un poison. Et que ce poison commence à être pris au sérieux. Alors notre modernité, Jacques Attali, vous le savez mieux que quiconque, n'est pas seulement façonnée par la Californie, la Silicon Valley, les zones de résidence d'Elon Musk et d'autres capitaines de l'industrie du net. Elle est aussi façonnée par l'Italie, et ce depuis longtemps d'ailleurs, depuis le XVIe siècle. Est-ce que vous êtes, vous, favorable à ce que les Italiens développent, c'est-à-dire le manger lent, le slow food ? Oui, alors, slow food, ça s'appelle slow food, mais en fait, c'est pas manger lent dans l'esprit italien. Mais c'est quoi ? C'est manger raffiné, manger sain, etc. C'est cuisiner lentement et pas manger lentement. Mais manger lentement est une des clés de la santé, d'abord, du fait que le repas dure et donc il est un vrai prétexte à la conversation. Et il fait partie des règles fondamentales. Les règles fondamentales, c'est boire beaucoup, manger peu, manger le moins possible de sucre, manger lentement et manger le moins possible de viande. Voilà, si on applique ces règles, qui ne sont pas faciles à appliquer dans la vie quotidienne, on a une chance d'être en bonne santé. Mais alors dis donc, Jacques Attali, se manger bien, cet art de manger, va quand même largement à l'encontre de ce qu'est le manger américain, que vous évoquez longuement dans les histoires de l'alimentation. Le manger américain, qui était un manger extrêmement sain au 19e siècle, au début du 19e siècle, est devenu catastrophique à la fin du 19e parce que l'Amérique a compris que le repas traditionnel était contraire à l'intérêt du capitalisme. Puisque quand on mange, on ne produit pas, on consomme très peu seulement de l'alimentation et ça dure très longtemps. Donc tout a été fait pour rendre le repas fade, à la fin du 19e siècle aux États-Unis, rapide, et pour casser, détruire le repas. Et l'industrie agroalimentaire née aux États-Unis avec les cornflakes et l'ensemble de tout ce qui se produisait autour, est devenue véritablement une règle mortelle pour l'humanité. Alors je le rappelais, avec les histoires de l'alimentation, vous êtes absolument passionné par l'anthropologie politique, et on pourrait dire l'anthropologie politique et sociale. Un des faits qui vous
intrigues dans Histoire de l'alimentation, c'est justement cette espèce d'inversion qui existe. Les pays qui connaissent la plus forte croissance économique, notamment les pays asiatiques, sont souvent ceux où l'on mange le moins bien, et inversement, les pays où le bien manger résiste ne sont pas forcément ceux qui connaissent la croissance économique la plus florissante. On pense d'ailleurs à la France, tout simplement. Oui, ce qui prouve aussi que la croissance économique n'est pas en tant que telle le seul critère de qualité de vie. C'est quoi les autres ? C'est justement la valeur du temps. La valeur du temps qu'on passe à converser, à trouver du plaisir avec les siens, avec ses amis, à faire des choses gratuites. Beaucoup de choses du plaisir de la vie sont gratuites et ne sont pas comptées dans le taux de croissance. Un des fils rouges de Histoire de l'alimentation, Jacques Attali, c'est aussi la prédiction que vous faites, qui n'est pas une prédiction à la Nostradamus. Rassurons les auditeurs de Judaïque FM. Vous prédisez en revanche une vaste révolte alimentaire à l'échelle du globe. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, parce que je crois que ce qui s'est produit et qui va se produire si on y prend garde, c'est-à-dire l'industrialisation croissante de l'alimentation, le fait que l'alimentation devient de plus en plus un poison, source d'obésité et de maladies de toute nature, sera de moins en moins accepté, qu'on aura des révoltes contre ça et qu'on retournera à l'essentiel. Et puisque nous sommes sur Judaïque FM, il faut rappeler d'ailleurs qu'il y a des règles juives extraordinairement précises en matière alimentaire, qui ont un sens diététique très précis, que la nourriture est dans le judaïsme non seulement l'objet d'interdits, c'est-à-dire de prescriptions en matière sanitaire très subtiles, mais aussi que la nourriture renvoie en permanence dans la tradition juive à la conversation et à la transmission. Alors, au passage, puisque le repas est le lieu de la transmission. Puisque nous en sommes à ce point de notre conversation, Jacques, quels sont vos plats de la cuisine juive, en l'occurrence séfarade, dans le cas de votre tradition familiale, qui vous sont le plus chers ? La cuisine ashkénaze m'est assez étrangère, mais la cuisine séfarade n'est pas séparable de la cuisine arabe. Et il y a très peu de plats juifs spécifiques, même s'il y en a, mais disons que les différentes formes de couscous me sont très proches. Celui qu'on appelle le barbouche en particulier, qui est un couscous algérien très raffiné, mais très cher, mais aussi des plats aujourd'hui oubliés, comme la tfina, la tchouk-tchouka, et toute une série de plats algériens, dont je ne sais plus s'ils sont juifs ou arabes, de gâteaux qu'on faisait pour Pourim ou pour différentes occasions, qui sont aussi des gâteaux au miel qu'on appelait sphériès, qui restent des merveilleux souvenirs d'enfance. On s'en pourlèche les babines d'ores et déjà. Est-ce que votre maman vous a transmis un certain nombre de recettes? Est-ce que familialement il y a eu une transmission de ces mets? Malheureusement, ma mère a gardé précieusement secrètes toutes ces recettes et dans la famille on s'évertue à essayer de faire aussi bien. Est-ce que il vous arrive aussi, par exemple, à titre personnel, à vos heures perdues, il y en a peut-être pas beaucoup, Jacques, mais de cuisiner vous-même le couscous que vous aimez tant? Si j'arrivais à cuisiner, ce ne serait pas des heures perdues, puisque ce serait du plaisir que j'y trouverais. Il n'y a pas d'heures perdues, il y a des heures cachées, mais non, je ne cuisine pas. J'ai cuisiné un peu, mais tellement mal que je n'y trouve ni de plaisir, ni de perspective de faire partager un plaisir à ceux qui pourraient se risquer à goûter ce que j'aurais fabriqué. Alors l'industrie agroalimentaire, vous le savez mieux que quiconque, est traînée dans le box des accusés aujourd'hui, pas seulement d'ailleurs, et pas seulement par ceux qui se réclament du véganisme. En son temps, Emmanuel Lévinas, le philosophe que vous aviez bien connu lors des colloques des intellectuels juifs auxquels vous participiez dans les années 80, avait dit « Mais attendez, cette critique de la technique agroalimentaire ne doit pas aller trop loin, car, ajoutait-il, sans la technique, nous ne pourrions nourrir le tiers-monde. » C'est votre pensée aujourd'hui ? Disons que c'est ce qu'on pensait à l'époque, parce que c'était vrai que la technique, en particulier celle des engrais, a permis une nourriture, éviter une famine énorme en Inde. Aujourd'hui, on en voit le contre-coup, et ces techniques-là doivent être remises en cause. Par contre, la technique en général, et les nouvelles techniques qui sont en train d'apparaître, en particulier les techniques de culture biologique, de permaculture,
de culture urbaine. Donc la réorientation qu'on appelle positive de l'agriculture, elle, reste tout à fait d'actualité. Alors vous racontez une foule d'histoires, je peux pas toutes les évoquer ici à ce micro, Jacques Attali. Dans l'histoire de l'alimentation, vous insistez aussi sur le rôle qu'ont eu historiquement les maranes. On les redécouvre d'ailleurs aujourd'hui. Ce sont des Portugais, des Juifs portugais, qui ont inventé le fish and chips. Oui, les marins portugais ont apporté à la culture agroalimentaire plusieurs choses. D'abord, le chocolat, qui vient d'Amérique, comme chacun sait, qui arrive au Portugal et qui remonte la côte atlantique par les Juifs marins. C'est pour ça qu'on trouve des chocolateries à Bayonne, Biarritz, et ensuite que ça remonte. Quand les Juifs ont commencé à être tolérés sous Louis XIV. Bayonne et Biarritz, c'est la côte landaise, disons en général, qui ont été un lieu d'installation des maranes. Voilà. La famille de Mendes France, par exemple. Et puis d'autres qui sont remontés ensuite plus loin et sont remontés vers l'Angleterre, et qui en effet apporté à l'Angleterre la coutume de mélanger des frites avec de la morue, qui va devenir le fish and chips anglais, qui vient être d'une des toutes premières nourritures nomades portables que les ouvriers anglais du XVIIIe et du XIXe siècle commencent à manger en l'achetant avant ou après leur travail, pour se nourrir soit à la pause déjeuner, soit le soir. Alors Jacques, je rappelais ce qui est un truisme que vous avez connu de nombreux présidents de la République depuis François Mitterrand, lequel mangeait, à vos yeux, de la manière la plus intéressante, sinon la plus saine. Disons que la plupart d'entre eux ne s'intéressaient pas, à ma connaissance, à la nourriture, en tout cas. Sauf Mitterrand. François Mitterrand s'y intéressait pour protester sans cesse contre la cuisine qu'on lui faisait à l'Élysée et qu'il trouvait beaucoup trop lourde, beaucoup trop indigeste, beaucoup trop riche, et pour réclamer des choses simples, des soupes, du chou, des plats, au point même parfois de se faire apporter un sandwich, ou même à un moment d'avoir sa propre cuisinière, indépendamment de la cuisine officielle. Donc il avait une passion pour les petits restaurants français de province, et parfois des réunions internationales étaient un prétexte pour aller goûter. Il vous a transmis cette passion pour justement les petits bistrots de province dans lesquels on mange cette cuisine locale, du terroir. C'est magnifique, évidemment, mais ce n'est pas incompatible avec une nourriture saine, équilibrée, sans trop de sauce ni d'excès. Donc c'est quand même le souvenir de François Mitterrand que vous retenez aujourd'hui, quelqu'un qui, au fond, pratiquait dans sa vie cet art de la table. J'ai beaucoup d'autres souvenirs de François Mitterrand. Naturellement, mais justement par rapport aux autres présidents, c'était quelqu'un qui était très sensible aux arts de la table. Disons que c'est le président de la République avec lequel j'ai pu travailler, puisque j'ai été son collaborateur pendant 10 ans dans l'opposition et 8 ans dans l'opposition et 11 ans à l'Élysée, et par ailleurs, j'ai plus l'occasion de partager des repas avec lui qu'avec aucun autre de ses successeurs. Mais en effet, c'est celui qui me paraît avoir le plus attaché d'importance à cela. Je ne vous demande pas comment mange Emmanuel Macron. En revanche, je vais vous demander, c'est peut-être plus difficile, qu'est-ce que la gauche pour vous aujourd'hui, Jacques Attali ? Ça dépend dans quel pays on se place. Si vous regardez aux États-Unis, vous avez une gauche plus vivante que jamais. Elle n'a même jamais été aussi présente. Elle n'est pas trop populiste ? Non, qu'est-ce que ça veut dire populiste ? Elle est de gauche, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse aux enjeux écologiques et sociaux. Elle est de gauche. Pour ce qui est d'autres pays, vous avez une gauche qui reste très puissante en Espagne, qui est puissante dans de très nombreux pays. Et c'est vrai qu'en France, la gauche, comme la droite d'ailleurs, est en déshérence. Alors qu'est-ce que signifie pour vous, Jacques, qui en êtes un témoin, mais aussi un acteur historique de la gauche française, cette victoire des sociodémocrates, cette victoire contracyclique, si vous voulez, des sociodémocrates, en Espagne? Ça prouve que chaque pays a une circonstance différente et que très souvent, ça tient à la qualité des hommes politiques plus qu'à leur doctrine, à la nécessité d'une alternance. On vient de voir
Une alternance qui a, contrairement à ce qu'on racontait, fait partir un gouvernement soi-disant populiste, qui était en fait un gouvernement très sérieux en Grèce, pour amener un autre gouvernement qui, j'espère, sera aussi sérieux, sinon plus encore, de droite. Donc, ça prouve que rien n'est irréversible. Et il y a des tas de gouvernements de gauche en Europe du Nord. En France, on est dans une situation très particulière où la gauche comme la droite ont failli. La gauche a failli parce qu'elle n'avait pas de projet de gauche clair, qu'elle s'est divisée sur des questions de personnes, qu'elle n'a pas eu des grands talents pour les unir, et la France a dit j'en ai assez de cette classe politique, je veux tout changer, et a élu quelqu'un qui était là et qui est là aujourd'hui pour faire les réformes que ni la gauche ni la droite n'a osé faire. Il est là pour faire les réformes que ni la gauche ni la droite n'a osé faire. Ceci dit, j'espère qu'il réussira, je le souhaite, et je ferai tout pour lui être utile pour qu'il réussisse, mais après lui, dans 3 ans ou dans 8, ce qui me paraît le plus souhaitable, il faudra bien que la gauche et la droite renaissent et créent les conditions de leur opposition, qui est le fondement même de la démocratie. Voilà, donc vous venez de le suggérer, la réélection d'Emmanuel Macron en 2022 est assez probable, compte tenu... Tout ce qui est probable n'arrive pas. Bon, ok, mais en revanche, on reviendra aux droite-gauche classiques, selon vous, à moyen terme, disons. On verra bien. Je pense que oui. Je pense que c'est dans le fondement français, même si tout cela est très différent, diffus, et que on peut imaginer qu'il y ait autour du Front National édulcoré, disparu, fusionné avec la droite classique, ayant perdu ses oripeaux les plus épouvantables, naisse un grand parti conservateur, ce qui est loin d'être le cas, parce que le Front National reste un parti aujourd'hui heureusement infréquentable, et que à gauche, une nouvelle union autour d'un nouveau François Mitterrand, ou d'une François Mitterrand, puisse se reconstituer, et que au-delà de cela, après Emmanuel Macron, on retrouve cette opposition. À mon avis, il faudra bien 8 ans pour y parvenir. Alors Jacques Attali, vous êtes toujours avec nous au micro de Judaïque FM. J'ai relu, pour préparer cette émission, un livre que j'avais lu dans le temps, parce qu'on se connaît quand même un peu, La Voix humaine. Dans La Voix humaine, c'était il y a une quinzaine d'années, vous annonciez le caractère sans doute irréversible de l'ascension du souci écologique au sein du logiciel de la gauche social-démocrate. Ça y est, on y est ? Oui, le logiciel, les questions écologiques sont partout aujourd'hui. Moi, en particulier dans la social-démocratie. La social-démocratie. Pour moi, le grand courant qui va naître, c'est ce que j'appelle le courant positif, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans l'intérêt des générations futures. La grande opposition pour demain, pour moi, entre la gauche et la droite, c'est l'opposition entre ceux qui s'intéressent au sort des générations futures comme condition de notre propre bien-être, et ceux qui ne s'intéressent qu'à notre bien-être immédiat. Et pourquoi la droite, Jacques Attali, dans ce nouveau dualisme que vous pointez, serait-elle forcément du côté de la gestion superficielle du court terme ? C'est pas la gestion superficielle, c'est la gestion individualiste. La droite est plus dans l'individu que dans le collectif. Dans le collectif, il y a les générations futures, donc par nature, le collectif est plus de gauche, et en particulier celui qui concerne les générations futures, tandis que la droite est plus dans l'individualisme, donc dans le moi maintenant. Jacques Attali, ça défraie la chronique depuis mardi dernier. Est-ce que vous êtes, à titre personnel, favorable à une taxe, à une écotaxe sur les voyages en avion ? Tout ce qui permettra de réorienter l'économie vers une économie économe en gaz à effet de serre est bienvenue. Sinon, 2050 sera invivable, sera un cauchemar. Nous allons vers 4 degrés d'augmentation. Donc, tout ce qui permet et qui trouve son sens dans la réduction de l'émission des gaz à effet de serre est bienvenu. Tout en sachant que la France ne représente qu'1% des émissions de gaz à effet de serre de la planète, et que si on ne le fait qu'en France, ça ne servira pas à grand-chose. Alors, selon vous, le macronisme aujourd'hui, il prend au sérieux ce souci écologique des générations futures, ou il se contente de faire, comme d'autres avant, du greenwashing ? Non, je connais beaucoup de parlementaires et de gens dans cette majorité qui sont de très sincères partisans de ce que moi j'appelle l'économie positive, c'est-à-dire le rassemblement de l'écologiquement et socialement durable, parce que la crise des Gilets jaunes a montré que si on ne cherche qu'à être écologiquement durable et pas socialement durable, on se casse la figure. Vous vous situez toujours dans le champ affectif et idéologique de la gauche ? Bien sûr, j'ai toujours voté à gauche et je continuerai. Maintenant, je pense en effet que les concepts doivent être repensés, et qu'aujourd'hui l'important c'est de faire les réformes qui n'ont pas été faites en étant écologiquement et socialement justes. Selon vous, les enjeux des municipales à venir, ça sera quoi ?
de reconduire les maires les meilleurs et d'en prendre d'autres. Vous savez, les élections municipales sont des élections très différentes des autres, puisque ce sont des élections où les Français font confiance à leurs élus. Ils ne veulent pas du tout les remplacer. Aujourd'hui, 80% ou 75% des maires sont très populaires, et cela reste quelque chose qui sera forcément des élections personnelles où on jugera de la qualité des personnes plus que de grands courants politiques. L'idéologie passera au second plan. Disons que les projets urbains seront importants, mais les projets urbains s'inscrivent dans une idéologie. On ne peut pas dire l'idéologie, comme vous le savez mieux que personne, Alexis, passe jamais au second plan. Elle est toujours là, mais elle s'inscrit dans des personnes, et c'est des personnes qui comptent pour gérer des villes. À titre personnel, vous avez des souhaits de reconduction ou au contraire d'émergence de nouveaux talents? Je me mêlerai le moment venu de cette campagne. Ah, vous vous y mêlerez? D'une façon particulière. Je ne serai pas candidat, rassurez-vous. Mais je donnerai mon avis le moment venu. Et est-ce que vous avez un avis, par exemple, sur le match qui a opposé, dans la semaine qui vient de s'écouler, deux prétendants à l'investiture pour La République En Marche à Paris, Cédric Villani, le mathématicien, et Benjamin Griveaux, proche d'Emmanuel Macron? Ça ne m'intéresse pas. D'accord, c'est très clair. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, votre proposition d'un conseil des générations futures est prise au sérieux? D'autant plus prise au sérieux qu'à Paris, Anne Hidalgo a créé un tel conseil, qu'il commence à exister dans un certain nombre de villes du monde, et je pense que la ville est le bon moment, le bon lieu pour faire en sorte que les prises en compte des générations futures soient faites. Alors c'est votre idée, Jacques, hein, c'est une de vos dernières idées. Reprise. J'espère que c'est pas une des dernières. Vous voulez dire une des plus récentes. Une des plus récentes, pardon. Reprise par la maire de Paris. Quelle forme ça prend justement dans la capitale française? À ma connaissance, mais je n'ai pas suivi le détail, ils ont créé un Conseil des générations futures qui se réunit de temps en temps, mais il faudrait vérifier, et en tout cas qui devait se réunir de temps en temps pour donner son avis a priori sur les décisions qui allaient être soumises au Conseil de la ville. Quelle place vous faites dans les recompositions à l'œuvre aujourd'hui dans la société française, dans la vie politique française, à la notion de république? Beaucoup de discussions françaises m'intéressent moins. Je suis plus intéressé par les sujets planétaires ou globaux que cela. C'est vrai, mais le retour de la République, ça vous intéresse pas, par exemple? Le retour de la République, à ma connaissance, il n'y a pas de retour de la République. Non, mais quand Finkielkraut ou Debray remettent en circulation... Vous voulez que je vous dise? Oui. Il ne m'intéresse pas. Non, mais quand Finkielkraut ou Debray remettent... Il ne m'intéresse pas. Ah oui, vous êtes sévère. Je suis sévère, je considère que c'est vraiment des débats comme on en avait dans les années 60. C'est pas très intéressant, quoi. Franchement, ça m'intéresse pas. Et alors la notion de démocratie française, comment est-ce qu'on peut la faire re-respirer, la réoxygéner? Pour moi, la République est une réalité. Jusqu'à preuve du contraire, la France est une république depuis 1945. Ces débats n'ont pas beaucoup d'intérêt. C'est une république, il faut la faire vivre en tant que telle, il faut maintenir à tout prix les principes de notre laïcité, c'est-à-dire la loi de 1905. Le reste, c'est du bavardage de Saint-Germain-des-Prés. Du bavardage de Saint-Germain-des-Prés. Absolument. Ah oui, alors Régis Debray ou Alain Finkielkraut représentent pour vous Non, je ne veux pas faire de querelle personnelle. Régis Debray est un ami que j'apprécie beaucoup, et j'ai beaucoup d'admiration pour beaucoup de ses livres, mais je trouve qu'on a tort d'insister sur des petites dimensions de son œuvre qui est gigantesque, donc n'insistons pas trop là-dessus. Pour un intellectuel ou pour un responsable public français, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, avoir le souci du monde? Ça veut dire d'abord l'expliquer, le comprendre et l'expliquer. Ça veut dire comprendre que 2050, si on ne fait rien, c'est un cauchemar. Climatique, démographique, technologique, financier, politique, idéologique, total. C'est ça qu'il faut faire, d'abord. Avoir le souci du monde, c'est de l'expliquer. Ensuite, avoir le souci du monde, c'est de ne pas rester résigné à se plaindre, c'est de proposer des réformes, et c'est aussi d'agir. C'est ce que j'essaye de faire, non seulement en écrivant, mais en agissant par la Fondation Positive Planète. C'est ça, avoir le souci du monde. C'est pas être replié sur son petit village pour se mêler à des débats anecdotiques et locaux. J'ai eu la chance d'assister, grâce à vous, à l'un des forums organisés par Positive Planète pendant l'hiver. La question de l'Afrique tient une très grande place dans la réflexion que vous avez impulsée avec plein de partenaires. Je me souviens notamment de Jean-Yves Le Drian, mais d'autres. Pourquoi c'est si central, cette question de l'Afrique? Est-ce que c'est parce que c'est notre hinterland ou ça va beaucoup plus loin? C'est parce qu'en 2050, au lieu d'avoir comme aujourd'hui 1,2 milliard d'Africains, il y en aura 2,5 milliards. C'est tout.
Et sur ce milliard et demi, de plus, il y en aura entre 6 et 700 000 dans la zone du Sahel, qui sera, si on ne change rien, invivable. Et ces populations ne resteront pas là. Donc, il faut avoir connaissance de ces enjeux pour savoir comment les traiter. Et qu'est-ce que vous répondez à tous ceux, y compris sur les radios publiques, qui suggèrent que de la part des Français, s'intéresser à l'Afrique, notamment occidentale, c'est du néocolonialisme ? Il faut s'y intéresser d'une façon respectueuse et modifier notre propre comportement pour créer les conditions pour qu'ils aient envie de le faire aussi. Mais il ne s'agit pas d'être en situation d'imposer un modèle. Il faut simplement comprendre que l'Afrique nous concerne, nous avons intérêt à son succès à tout prix. Et son échec serait notre échec. Alors il y a une notion centrale dans le judaïsme, mais je sais qu'elle est centrale aussi dans votre réflexion, Jacques. C'est la notion de réparation du monde, le tikkun olam. Aujourd'hui, réparer notre monde, ça passe par l'Afrique. Ça passe par... Vous savez, nous serons 9 milliards, donc ça passe par des tas de choses autres que l'Afrique, mais ça passe entre autres par l'Afrique, mais ça passe aussi par le souci de notre voisin de palier, de notre camarade de bureau, et de tout ce qui fait l'importance de l'altruisme. La lecture a une place très importante dans votre vie. Les 2 dernières minutes de cet échange passionnant sont consacrées à votre coup de cœur littéraire de la semaine. Je lis énormément. En ce moment, je suis en train de lire beaucoup sur un livre que je suis en train de finir, qui est très lié d'ailleurs aux enjeux qui peuvent concerner cette station, mais je n'en parlerai pas davantage pour le moment. Mais je viens de finir une saga de 2400 pages en 3 tomes qui m'a bouleversé parce que je trouve que c'est un immense chef-d'œuvre. Alors on peut ne pas être sensible à la science-fiction, mais si on est sensible à la science-fiction, il ne faut pas passer à côté. Son titre, son auteur ? Alors son auteur s'appelle Liu Shaoxin, c'est un roman chinois. Les 3 tomes s'appellent dans l'ordre Le problème des 3 corps, La forêt sombre et La mort immortelle. C'est un immense chef-d'œuvre à la fois littéraire, philosophique, technologique. C'est vraiment une saga comme on n'en lit pas une tous les 10 ans. Alors je vous posais la question vraiment de Béotien, je ne l'ai pas lu. C'est quoi le message de cette saga ? Il n'y a pas de message, il y a un chef-d'œuvre. Et ça commence par l'humanité apprend qu'elle va être détruite dans 4 siècles. Qu'est-ce qu'elle fait ? Voilà le pitch initial. Mais là, ensuite... Vous donnez très envie à tous nos auditeurs de se tourner vers ce livre. Il est publié par quel éditeur ? Actes Sud, naturellement, qui, comme souvent, est un grand éditeur. Mais il est publié dans le monde entier, dans toutes les langues. Il a été merveilleusement traduit en français. Et c'est un chef-d'œuvre que je recommande absolument. Seulement, il faut lire 2400 pages. Alors, vous avez 40 secondes. C'est passionnant. Un livre de chevet, un classique de chevet de Jacques Attali. Il y en a tellement. Lisez et relisez les pensées de Blaise Pascal. Lisez et relisez les pensées de nos pères, Père Cavotte, dans la traduction française. Lisez et relisez le petit recueil de textes de la Kabbale qu'avait fait Edmond Flegg dans son temps. Et si vous avez lu tout ça, vous passerez un été serein. Alors, dans les Pires Cavotte, il y a notamment une injonction à se méfier du pouvoir. Vous vous en souvenez, vous, chaque jour de ça ? Méfie-toi du pouvoir. Il faut se méfier surtout de son propre pouvoir et du mal qu'on va faire aux autres. Merci infiniment, Jacques Attali. Je rappelle, Les histoires de l'alimentation aux éditions Fayard, c'est votre livre actuellement en vente en librairie. Beaucoup d'autres essais, bien sûr, que nous avons survolés, notamment C'était François Mitterrand et la voix humaine. À très bientôt, en tout cas, à Judaïque FM. Merci beaucoup. Affaires publiques, l'émission politique de Judaïque FM, présentée par Alexis Lacroix, directeur délégué de la rédaction de l'Express.